M. Biya ne peut pas venir nous dire que, en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Nous attendons plutôt de lui qu'il mette la main sur ces réseaux-là, que ce soit les réseaux de corruption, que ce soit les réseaux de bakchiche, les réseaux de rétrocommission. C'est-à-dire que c'est la moitié des revenus du pétrole que l'on envoie dans les caisses, dans le trésor public. Ça veut dire que chaque année, quand vous regardez la structure du budget de l'État, et qu'on vous dira par exemple que le pétrole, la SNH a déclaré pour le trésor public 1500 milliards de contributions au budget, sachez qu'il y a eu le double. Sachez qu'ils en ont eu pour le double. Alors la question c'est celle-ci. Où est la moitié, l'autre moitié? Que fait l'État? Que fait Paul Biya et ses amis du gouvernement avec l'autre moitié des revenus du budget du carburant? Depuis, je me situe seulement à 2003. C'est-à-dire à la reversée de cette moitié-là dans le budget de l'État. C'est-à-dire dans le trésor, la moitié, hein, la moitié. Alors je me pose la question, parce que quand il dit 1000 milliards, c'est beaucoup. Alors les autres 1000 milliards et 1500 milliards de chaque année, depuis 20 ans, qu'est-ce que Biya en a fait avec ses amis? C'est ça le véritable souci, madame. Parce qu'il faut faire très attention. Dans la comptabilité publique, nous savons ce que la SNH reverse aux finances, puisque c'est dans les budgets. Mais l'autre moitié là, qu'est-ce qu'elles en ont fait jusqu'aujourd'hui? Je vous dis une chose. Le pan de la Sonara qu'on a brûlé, qui a été incendié par la France, et justement a coûté près de 600 milliards à l'État. 600 milliards seulement. Seulement. C'est-à-dire c'est le pan qui devait permettre au Cameroun de ne plus exporter son pétrole brut afin d'en acheter un pétrole léger pour la consommation domestique. C'est-à-dire de raffiner localement notre propre pétrole brut. Afin qu'on tue tous les réseaux des armateurs, des intermédiaires et des traders qui sont au milieu et qui se sucrent sur la vente et le rachat du pétrole pour le Cameroun. Donc, vous comprenez ce que je dis? Non, ne me coupez pas, madame. Non, c'est votre question. Je suis dans votre question, madame. J'ai un fil. Alors, ce que je dis, c'est que c'est ceci. Si ça a coûté donc 500 milliards et on a mis le feu, alors si je calcule 1500 milliards en moyenne, je mets même 1000 milliards en moyenne qu'ils mettent dans le noir depuis 20 ans. Madame, nous sommes à 20 000 milliards que le pétrole a généré dans le noir pour le Cameroun de Paul Biya, pour les amis de Paul Biya lui-même. C'est-à-dire le pétrole, les fonds du pétrole hors budget. Vous comprenez? 20 000 milliards. Dites-moi, nous savons tous que la SNH a des comptes offshore. Dans tout le monde entier, nous le savons, que ce soit en Suisse, que ce soit dans les Bahamas, que ce soit partout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent jusqu'à aujourd'hui? Vous avez entendu les affaires Glencore. Les affaires Glencore où les gens vous disent qu'ils amenaient des mallettes d'argent, de cash, aux membres du gouvernement et aux gestionnaires du pétrole camerounais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'argent du pétrole aujourd'hui, l'autre partie de l'argent du pétrole qui n'est pas déclaré dans le budget de l'État est utilisé à des fins autres. Pourquoi Biya nous fait ça? 1000 milliards, c'est rien du tout. Et quand je dis 1000 milliards, c'est rien du tout, je trouve encore de la méchanceté. Pourquoi? Parce qu'en fait, madame, rassurez-vous que le prix du pétrole, quand le Camerounais voit 840 francs sur le super, c'est qu'en fait l'État a au moins 28 postes de taxes dans la structure de ce prix. 28 taxes. Vous comprenez, madame? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Biya, il vous dit 840 francs, mais en fait, ses amis et lui prennent environ 400 à 500 francs. Dans le prix du carburant, du super. Vous comprenez, madame, ce que je dis? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que il nous fait penser qu'en fait, il est difficile pour lui de gérer aujourd'hui le pétrole au Cameroun parce qu'il met une subvention. En fait, c'est que il est en train de donner d'une main, c'est-à-dire, et de reprendre une autre à travers les taxes. Alors, je sors, madame. Je sors, madame. Vraiment, il faut lire, madame. Ouais. Ces genres de questions, je ne les aime pas parce que quand vous nous donnez un sujet, ça suppose que vous avez fait le contour. Vous avez fait le contour. Alors, je vais terminer en disant que aujourd'hui, la question de Sonara 2010, je l'ai évoquée ici il y a peut-être 3 semaines avec M. Motouk. Il a préféré mettre M. Motouk en prison. Alors que c'est M. Motouk qui avait engagé à son arrivée en 2002 le Sonara 2010. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nous raffinions notre pétrole. Ceux justement qui sont dans la chaîne de bénéfices du rachat et de la vente à l'international du pétrole camerounais ont monté un dossier contre Motouk. Ils l'ont fait mettre en prison parce que Motouk a été tombé sur le poteau rose contre les rétrocommissions. Donc aujourd'hui, M. Biya ne peut pas venir nous dire que, en fait, ce qu'il fait là, c'est ce qu'il devrait faire. Voilà la loi de finances qui est arrivée. Oui. Cette loi de finances est préparée par un monsieur qui a entourloupé, enfumé le président depuis 2009.
qu'il a été, 2007 même, qu'il a été nommé comme ministre de l'économie. Oui. Comme ministre de l'économie. C'est lui qui a conçu les histoires de DSE, il disait qu'il remplace par le DSRP, il a engagé le programme de grandes... Vraiment, le programme de grandes réalisations de 2011, où on vous a dit les usines de le président s'est endetté à n'en plus finir. Au finish, c'est parce que nous avons tenu le thème la semaine dernière. C'est-à-dire, le président s'est endetté pendant cette période en se disant, il donne les moyens de production au Cameroun et aux Camerounais. Pourquoi on peut justifier l'impôt d'aujourd'hui? Parce que si on avait créé tout ce que le monsieur avait proposé, dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il va en fumer. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Du Minepac, on lui a dit, va au minimum à la primature, comme secrétaire général de service du Premier ministre. Vous coordonnez dans votre DSE là pour qu'il soit vraiment appliqué. Résultat, il a dit, il revenait encore au Minepac. Il a fait le Minepac, il a amené son ami. Il est maintenant au Minfi avec un autre de ses amis et il a bloqué le Minepac. Vraiment, je vous ai dit l'histoire. Le thème et je sors la première, je dis que c'est là tout le complot. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien du tout aujourd'hui faire pour le Cameroun. Il faut absolument qu'ils éjectent celui qui les nomme depuis parce que s'il reste là, ce n'est pas bon pour leurs affaires. Et nous, maintenant, la jeunesse, nous nous tenons à ça que cela n'arrive jamais. Nous devons aller aux élections. Lorsqu'on est dans le DCE et tout ce que Vision 2020, 2030, Émergence 2035, le président voulant vraiment partir en laissant un héritage, il va en fumer. Et c'est lui qui a traîné. Regardez très bien comment il a traîné. Du Minepac, on lui a dit, va au minimum à la primature, comme secrétaire général de service du Premier ministre. Vous coordonnez dans votre DSE là pour qu'il soit vraiment appliqué. Résultat, il a dit, il revenait encore au Minepac. Il a fait le Minepac, il a amené son ami. Il est maintenant au Minfi avec un autre de ses amis et il a bloqué le Minepac. Vraiment, je vous ai dit l'histoire. Non, je suis dans le thème et je sors rapidement, je dis que c'est là tout le complot. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien du tout aujourd'hui faire pour le Cameroun. Il faut absolument qu'ils éjectent celui qui les nomme depuis parce que s'il reste là, ce n'est pas bon pour leurs affaires. Et nous, maintenant, la jeunesse, nous nous tenons à ça que cela n'arrive jamais. Nous devons ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous comprenez? Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Hein. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme. La sagesse et la force. Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Ça veut dire que la pitié que vous avez pour nous, c'est justement davantage, elle devait être transposée sur ceux-là qui pensent que leur génération ne devrait pas accéder au pouvoir pour changer les choses pour notre propre génération et celles qui suivent. Je vais balayer 2 ou 3 choses avant d'entrer dans votre question. On recrute à la fonction publique entre 18 et 32 ans, pas 28 ans. Pas 28 ans. Et la jeunesse que le président met au travail, je crois que si ça vient d'un jeune, vous comprenez la pitié que vous avez, parce qu'en fait, le président est en train d'esclavagiser sa jeunesse, puisque nous travaillons pour lui, sa génération, et tout ce qu'il emploie. Quand on dit qu'on vous met au travail, et tout ce qu'il emploie. Et la jeunesse fait de lance de la nation, ce n'est pas l'expression de Biya. C'est l'expression du président Ahidjo au congrès du RDPC de juillet 1980. Jeunesse fait de lance de la nation, que lui, il a repris. Il a repris ce diptyque-là. Et que certains jeunes protestent aujourd'hui, parce qu'ils estiment que le fer de lance est agi. Il n'agit pas. Très bien. Le président a repris Jeunesse fait de lance de la nation et il l'a pratiquement, défiguré en sa faveur. Parce que vous allez donc voir, quand il disait Jeunesse fait de lance de la nation, il parlait de lui-même, Paul Biya, puisqu'il a été Premier ministre. Ça veut dire que le fer doit devenir la prochaine main de lance pour que la génération qui suit ce fer d'aujourd'hui la devienne aussi elle-même après la main de lance de la nation. Donc la succession des générations. C'est pour cela que je l'ai dit, vous allez ajouter une génération. Paul Biya et ses amis ont volé le temps de 3 générations. 3 générations. Si on prend 20 ans, 20 ans, 20 ans. Vous comprenez?
Le problème chez nous, la jeunesse en politique, ce n'est pas l'âge, tout à fait. Hein. Ce n'est pas l'âge. Mais l'âge, nous mettons l'âge aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que les aînés n'ont pas tenu compte de l'âge même aussi quand il fallait diriger. C'est-à-dire, comme l'aîné Limbi disait, que associer l'expérience et le dynamisme. Associer la sagesse, je préfère remplacer le terme expérience par la sagesse et la force de la jeunesse. Parce qu'on dit, si jeunesse savait, c'est-à-dire qu'il lui manque souvent un peu de sagesse. Et si vieillesse pouvait, c'est-à-dire qu'il lui manque un peu de force. Voilà. Donc, l'aîné le dit, et il a cité la Bible. Les sociétés qui marchent sont celles où les dirigeants réussissent toujours à associer la sagesse et le dynamisme. La sagesse et la force. Mais Paul Biya, lui, n'a jamais associé cette affaire-là. Il n'a jamais associé à la sagesse ou à l'âge avancé le dynamisme. Quand on dit dynamisme, ça dit la capacité d'adaptation. Parce que c'est la jeunesse. Quand on dit dynamisme en politique, c'est la capacité d'adaptation de la jeune génération à son temps. Vous savez, quand nous sommes arrivés à ce niveau de débat, moi je vais dire à M. Simon, je suis un vieux administrateur civil, je suis là principal, mais est-ce qu'il sait, quand il dit 324 000 fonctionnaires, il y a des ministères aujourd'hui, tenez-vous tranquille, où au moins 50% des postes sont vides. Ce n'est pas la capacité à un moment qui manque au ministre. C'est juste qu'il ne trouve pas des gens qui lui sont affidés pour mettre à la place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de neveux, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas des amis. Bon, comme il n'y en a pas, mieux les postes restent comme ça. Et on a même des ministres où on a des intérimaires. Des intérimaires. Il y a des ministères où on a des intérimaires juste. Le ministère des Mines aujourd'hui a un ministre intérimaire. C'est les faits, c'est les faits. Allez au Minepat, le ministère de l'économie, c'est des intérimaires, des postes de directeurs. Des directeurs. Est-ce que c'est la ressource qui manque? Vous avez dit 324 000. Bon, alors vous voyez donc, le problème, du moins notre éthique à Jouvence et tous ceux qui pensent jeunes aujourd'hui, c'est que nous nous sommes dit, puisque les aînés nous ont vomi la jeunesse. Nous aujourd'hui, nous bloquons donc sur l'âge. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Si les aînés avaient associé l'âge au dynamisme, la sagesse au dynamisme, nous aussi nous dirions que bon, comme M. Mungue, bon, on peut avoir un président de 50 ans pourvu qu'il puisse faire comme d'habitude, c'est-à-dire l'âge associé à la force. Mais ce n'est pas le cas. Et je dis toujours, quand je dis aux jeunes de patienter, et l'aîné a fait fort et bien de reprendre ce discours du président en 2013, c'est pas le seul. C'est depuis l'an 2000 qu'il demande à la jeunesse d'attendre, d'être patiente. Parce qu'on a bâti Jouvence justement sur les promesses du président. C'est-à-dire qu'on a vu un président qui avait des enjeux internationaux. Il avait des enjeux internes. Il a fixé une stratégie. Peut-être même que les 3 générations qu'il a volées là, c'était justement peut-être pour atteindre ses objectifs. C'est Machiavel. On dit la fin justifie les moyens. Ça veut dire que peu importe la qualité de vos moyens, c'est la fin qui nous dira si vous étiez sur le bon chemin ou si vous étiez sur le mauvais chemin. Si vous avez servi avec justesse, je prends le thème de l'aîné Limbi, ou alors si vous avez servi avec maladresse. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous sommes entrés dans cette logique de jouvence pour dire aux jeunes, attendons, il a 92 ans. Il ne va pas quand même faire 300 ans. Quand même. Donc, patientons. De deux, c'est que... Et vous franchissez déjà les 50 ans. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas une ambition présidentielle à outrance. À tout prix. Moi, je ne suis pas entré en politique. Donc, vous dites que tous ceux qui sont dans la... Non, je vous ai pas vraiment compris. Même ceux qui sont dans ma chapelle. Si vous prenez le président de RDPC, si vous dites que lui aussi est dans la tente, il a plus de 40 ans aujourd'hui. Mais il est dans le RDPC, c'est son problème. Moi, je parle de ma chapelle et de la conception politique actuelle de ma chapelle politique, c'est la déjouvence. C'est-à-dire que je n'ai pas une ambition politique à outrance. Je suis pas entré en politique pour devenir président de la République ou pour devenir ministre. Je suis entré en politique pour sensibiliser la jeunesse, donc M. Mungue, M. Messengue, sur ce que nous devons être solidaires dans notre génération. Justement, le mot est lâché. Pour solidarité générationnelle. Oui. Mais lorsque nous observons que pendant que vous tenez ce discours, il y en a qui se réunissent au palais de congrès et qui appellent les plus de 70 ans, 80 ans à être leur candidat. On dit le candidat de la jeunesse. Donc, les jeunes disent que le candidat de la jeunesse, c'est celui qui a 90 ans, qui a 80 ans. Et est-ce qu'on n'est pas... Le message est bloqué à quel niveau? Pourquoi les jeunes ne se mettent pas ensemble? Lorsque Cabral dit qu'il est candidat, les premiers à réagir sont les jeunes qui lui rappellent que tu avais des problèmes à l'université. Dans d'autres sociétés, il y a des brebis galeuses. Il y a même le terme que les gens aiment beaucoup ces derniers temps, les aigris.
C'est-à-dire que les gens pensent toujours que M. Jean-Jacques Zé, il y a quelqu'un qui est là, par exemple, quand il nous regarde à la télé, et il dit Jean-Jacques Zé à ma place, c'est moi qui devais être à sa place. Vous voyez? Ouais. Donc parce qu'en fait, personne ne conçoit que chacun peut être utile là où il est. Chacun peut faire l'effort là où il est de participer et de contribuer au développement de la nation. Pour revenir à ce que je disais. D'accord. C'est-à-dire que mon entrée en politique, et c'est le cas de certains autres aussi, c'est-à-dire, n'est pas de devenir président ou ministre à tout prix. C'est de sensibiliser la jeunesse sur la nécessité d'être solidaire dans notre génération. Vous l'avez dit dès l'entame du sujet. On ne gouverne qu'avec sa génération. C'est ce que le président nous a montré. C'est-à-dire que tous ceux qui sont avec lui, c'est les gens de sa génération. Et légèrement en dessous, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous de sa génération, c'est les gens que ceux de sa génération ont porté. Non, il ne pouvait pas suivre. Il ne vivait pas aussi longtemps que lui. Vous voyez, donc on ne gouverne qu'avec sa génération. Mais nous disons à ces jeunes-ci que patientons. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. 2025 est là. Nous devons aller aux urnes. Que vous soyez la jeunesse du MRC, du RDPC, de Kautal, de